Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme singulière qui a pour devise « La vie est une course à obstacles. Chaque obstacle doit être une opportunité de progresser et développer son plein potentiel. » Vous savez, ça me parle. Avec elle, nous allons évoquer son premier amour, la comédie, son rêve de devenir comédienne, la formation, le casting. Que s'est-il passé pour que de comédienne, elle devienne la championne de course à obstacles? Et oui, c'est une athlète que je reçois aujourd'hui. Une athlète élite, comme on dit d'elle. Aujourd'hui, conférencière, entrepreneuse, coach, formatrice, elle va nous raconter en toute intimité comment elle a trouvé sa force et d'où elle a puisé une telle audace. Audace, et oui. Si je vous dis que notre athlète du jour a grimpé la tour Eiffel à la corde, mon corps, ma carrière, hygiène de vie, force mentale, déception, obstacles, difficultés, qu'est-ce qui l'a animé? La rage, la passion, l'envie? C'est évidemment avec Anouk Garnier qu'on va en parler aujourd'hui. Bonjour Anouk. Bonjour Soledad. Quel plaisir. Alors Anouk, je lui ai dit prends l'ascenseur, on est au 6e. Elle m'a dit non, j'ai pas ma corde, mais je grimpe par les escaliers. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2025 ? Eh bien écoute, je crois que j'ai osé rêver très grand et j'ai osé me lancer aussi le défi de le faire parce que c'est beau de rêver grand, mais après, il faut s'engager dans ses actions. Et écoute, 2024, très belle année. Tour Eiffel, gros projet qui m'a pris 1 an et demi à réaliser quand même et qui a été fait donc, dans des conditions incroyables. C'était génial. Les Jeux, il y a eu les Jeux aussi cette année. J'ai eu un rôle d'ambassadrice pour les volontaires, donc pareil, une expérience extraordinaire. Et puis, une 3e fois championne du monde dans ma catégorie, dans mon sport. Donc, une belle année. Une belle année. On a Alors, pas rigolé. attends, moi je veux tout savoir. Je crois beaucoup dans les rêves. Je crois qu'on a ça en commun. Parle-nous de ton enfance. J'ai lu que tu as grandi dans une famille de gymnastes. Oui. Que faisaient tes parents ? Alors, mes grands-parents, en fait, ils tenaient le club de gym de la petite ville où j'étais, en Bourgogne. Okay. Et ma mère, elle entraînait aussi. Elle était entraîneur de gym. Donc, elle était assez dure avec moi quand même, j'avoue. Je me suis un peu déchirée. Ouais. Okay. Tu sais, la gym, c'est très strict. Il y a une vraie discipline dans la gym. Tu es une famille sportive aussi, je crois. Et en fait, il y avait quand même cette rigueur et cette, ce côté carré, on va dire, à la maison. Mais en même temps, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui, de toujours être un peu dur avec soi-même, passer à l'action quoi qu'il arrive, malgré ses états d'âme, ses émotions, etc. Et voilà, donc j'ai grandi un petit peu dans ce milieu de gym, mais qui était hyper cool parce que on me laissait quand même grimper sur le toit, tu vois, faire un peu ma vie. On m'appelait un peu Mowgli quand j'étais enfant, tu vois. Ok, donc, déjà. Tu vois un petit peu le délire pieds nus dehors et je grimpais un peu partout. Des frères et sœurs ? Alors, j'ai 2 demi-frères et des demi-sœurs aussi, mais elles sont plus jeunes. Donc, j'ai moins passé de temps avec elles. Alors, de quoi tu rêvais, petite ? Alors, j'ai rêvé d'être trapéziste, tu vois, au début. Donc, j'étais dans le mode cirque avec la gym, tu vois, c'était logique. J'aimais bien ce côté, lier le côté sport et la performance un peu artistique, tu vois. J'aimais bien, j'avais fait de la danse aussi. Le côté gym, au final, tu vois, il y a quand même une performance d'artiste dans les mouvements de gym et dans les compétitions. Et j'aimais bien ça. Et après, j'ai voulu être actrice. Voilà. Ah, c'est ça. Et j'ai fait du théâtre aussi. Donc, alors là, t'as quel âge ? Là, j'ai 35 ans maintenant. Non, je sais. Ah, quand j'étais l'époque. Jeune. Ah, je sais pas. Tu vois, j'ai fait vraiment le rêve d'actrice, c'était au lycée, je pense. Tu vois, c'était à partir de 13-14 ans, j'ai commencé à vouloir faire ça. Et t'as pris des cours de théâtre ? J'ai pris 3 ans de théâtre. J'ai fait 3 ans. j'ai fait l'option théâtre au lycée, en fait. Donc, on avait vraiment un programme t'as appris théâtre. Des textes. Ah oui, tu t'es formée. On a fait des pièces, on a été voir beaucoup de théâtre, on a étudié beaucoup de textes. Donc voilà, j'ai quand même un petit cursus de théâtre. Voilà. Et j'ai lu quelque part qu'en fait, tout s'est arrêté parce que t'as raté un casting pour plutôt privilégier le sport. Ouais, en fait, je me suis rendu compte. Alors, c'était même pas rater un casting, mais déjà, j'habitais dans une petite ville. Donc, tu vois, compliqué. Tu te dis, tu rêves de cinéma. Alors,
moi qui m'arrête jamais, j'ai quand même fait mes propres courts-métrages, tu vois, avec la caméra, j'écrivais les scripts pour mes cousins, je les faisais jouer dans des trucs. Et tu vois, donc déjà dans la production, dans la réalisation, dans l'action. C'est ça. Je veux faire un truc, je peux pas le faire parce qu'on me prend pas ou c'est compliqué. Ok, bah c'est pas grave, je le fais toute seule, tu vois, y a pas de problème. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as arrêté? En fait, je suis arrivée sur Paris. Et j'ai découvert vraiment le côté fitness. Donc, j'étais prof de fitness après. Coach fitness. Voilà, vraiment, tu vois, sur le micro, sur une estrade, à donner des cours à des centaines de personnes parfois. D'accord, donc c'est pas du tout un casting raté ou non, un truc comme ça, c'est un choix. Ouais, c'est un choix en fait. Au final, de me dire, je pense que le sport est trop important dans ma vie pour le laisser de côté en fait, tu vois. Donc tu montes à Paris. Ouais. Avec quelle intention? T'as fait des études, t'as passé ton bac? Ouais. J'ai eu mon bac et j'ai fait STAPS, c'est fac de sport. Et là, à ce moment-là, tu n'imagines pas du tout devenir une sportive professionnelle, en vivre et compagnie. Pas du tout. Non, aucunement. Tu sais ce que dans tu ma veux faire tête, ou pas? avant de venir à Paris, je veux faire du fitness pour gagner ma vie, tu vois, payer mon loyer, tout ça. Et je veux pouvoir me payer des cours de théâtre ou une école de cinéma ou quelque chose, tu vois. Donc j'ai encore ce rêve quand j'arrive à Paris de vouloir être actrice. Et après, je découvre un monde dans le fitness qui m'a plu, en fait. J'arrive à l'Aqua Boulevard, qui est cette grande salle de fitness à Paris. Je sais pas si t'as déjà été. Et je vois des cours où il y a 150 personnes, où le coach, il est énorme. Tu donnais des cours de quoi? Waouh, je faisais, tu vois, tous les SMILs, donc body pump, body jam, body attack et tout, tu vois. Mais on était addicts. Addicts. Et du coup, tu vois, je donnais tous ces cours-là. Donc l'énergie, la musique, enfin, il y avait un truc. Et je me suis dit, ah non, moi, je veux être là-haut, en fait. Je veux être sur cette estrade. Mais oui. Et du coup, ça m'a pris 6-7 ans à vraiment être dans les élites aussi, dans le côté fitness. Et puis après, je suis passée manager d'un club, carrément. Donc, je gérais mes équipes, je gérais des événements, je créais les événements et tout ça sur les cours de fitness. Donc là, coach fitness, mais en aucun cas, tu continues. Non, du coup, j'ai laissé de côté ce rêve d'actrice. Il est passé, en fait, tu vois. Parce que j'avais ce côté performance sur l'estrade en fitness, et en plus je partageais ma passion du sport, j'aidais les gens à avancer dans leurs objectifs de santé sportive, tu vois, il y a un échange d'énergie quand tu es sur une estrade, et ça c'était exceptionnel, tu vois. On n'imagine pas ce que peuvent procurer ces coachs fitness. Moi, j'ai souvenir d'avoir passé chaque jour 3 heures parce que ça t'emporte, ça t'anime, ça te transforme. Exactement, ça te donne un... Je sais même pas comment dire, tu vois, cette énergie de lier aussi le mouvement, la musique. Moi, je donnais ma vie sur l'estrade, quoi. Je pouvais crever sur l'estrade, c'était n'importe quoi. Mais il y avait un truc extraordinaire qui se passait à ce moment-là. Et en septembre 2022, tu remportes ta première médaille. Alors, explique-moi, parce que là, le championnat du monde de la course à obstacles, comme tu sais, les auditeurs rêvent et aiment entamer, avoir des... Alors, je recommence, pardon. Comme tu sais, nos auditeurs aiment avoir des conseils, des astuces pour entamer une carrière artistique et en vivre. Explique-moi comment une coach de fitness finit par être médaillée. À quel moment tu as commencé à vraiment t'y mettre à fond? Alors, en fait... à l'époque, les SMILs, donc c'était ces fameux cours de fitness, ils organisaient des séminaires, on va dire, pendant une semaine. Et les 3 premiers jours étaient consacrés à ce qu'on appelait un bootcamp, donc un camp intensif, et tu choisissais ton thème. Ça pouvait être danse, donc il y avait des danseurs un petit peu extérieurs qui venaient, ça pouvait être sport de combat, ça pouvait être crossfit, et moi j'avais choisi commando. Ok. Donc c'était 3 jours, et t'étais comme une recrue militaire. T'étais encadré par des anciens des forces spéciales, des commandos marines. Donc c'est le début du crossfit et les bootcamps, ouais, c'est ça? C'est ça. Ça commençait à cette époque-là à devenir, voilà. Et en fait, le bootcamp, c'est intense, mais j'ai adoré. C'est-à-dire que le mec, le sergent-chef, il te déchire la gueule, tu vois, pendant 1 heure. T'en peux plus. T'as fait qu'1 heure et t'as toute la journée à tenir. Mais j'ai trop aimé ce côté dépassement de soi. Parce que tu te rendais compte que t'avais plus rien, t'avais même plus envie de rien faire, mais tu faisais quand même parce que le chef, il te disait. Et ça suivait, en fait. Ton physique, il suivait. C'est pas tout le monde qui suit. Alors, en fait, si, parce qu'on était aussi un groupe. Donc, il y avait ce côté, tu vois, cohésion d'équipe qui faisait la diff. Mais je trouvais que, tu vois, c'est là que j'ai compris qu'on n'avait pas de limites, en fait. Que la plupart des limites physiques qu'on se mettait, elles étaient d'abord dans notre tête. Et là, je me suis dit, waouh, c'est puissant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, dans ces bootcamps, on a fait des parcours du combattant. Le fameux parcours du combattant militaire, tu vois. Tu rampes, tu sautes, tu grimpes des trucs, voilà. Et là, j'ai adoré. J'avais l'impression d'être un enfant
dans un parc de jeux, tu vois. Vraiment, c'était ça. Et j'ai kiffé. En plus, j'ai battu les 3/4 des garçons du truc. J'ai battu toutes les filles. Enfin, même le sergent-chef, il était, mais tu sors d'où, toi, tu vois. Et cette année, ou l'année d'après, je sais plus exactement, il y a Spartan Race qui arrive en France, qui est la course à obstacles la plus connue au monde. Et en fait, on me dit en tant que coach de coacher une équipe d'adhérents dans mon club, tu vois. Okay. Donc, je coach une équipe d'adhérents, je les accompagne sur la course. Et là, j'adore. Je me dis, ouais, c'est génial, j'adore ça. Transmission. Voilà. Et je me dis, OK, l'année prochaine, je m'entraîne solo et je gagne. Et en fait, je me suis entraînée. C'était en 2015, ma première Spartan. Et je finis 2e. Donc, tu vois, je fais un premier podium. Le lendemain, je finis 3e sur la 2e course. Enfin, tu vois, waouh. Donc, je me dis, il y a un truc. Et 2 semaines après, je suis au championnat du monde Spartan Race aux États-Unis, en gros. Aux États-Unis. Ouais, direct. Californie, Lac Tahoe et tout. Bon, là, je me prends une. Par contre, je finis dans les derniers, mais c'est pas grave, j'ai survécu à ce truc parce que ça a été 6 heures de course très intense où tu passes par des phases. J'ai fait une hypothermie carrément. À un moment, j'ai cru que j'allais m'arrêter en fait, tellement j'étais mal. Mais j'ai pas lâché et je l'ai passé cette ligne d'arrivée. Donc j'étais pas du tout préparée à de la montagne ou à quoi que ce soit. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Tu incarnes bien le dépassement de soi. Alors dis-nous, quand tu étais coach fitness, dans toute cette préparation de bootcamp, est-ce que tu avais une hygiène de vie particulière ? Quels conseils tu pourrais nous donner en termes d'hygiène de vie ? Tu sais, en ce moment, Instagram me déprime. Toutes les filles font du yoga et mangent des graines. Ouais, mais sur Instagram, pour elles toi font ça. Mais donne-moi des tips pour cette bonne santé, l'hygiène de vie et pour avoir cette force que tu as. Pour moi, déjà, c'est, tu vois, le côté énergie. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir de l'énergie ? C'est le sommeil. Donc déjà, tu vois, c'est bête, mais pas se coucher trop tard et avoir un sommeil qui est assez régulier. Moi, je dors 8 heures par nuit, en fait. Donc, je me lève souvent très tôt, à 6 heures, donc je me couche à 22 heures. Je suis un peu une mamie, mais des fois, tu es avec des grosses journées, à 21h30, je suis fracassée, que je m'entraîne 2 fois, il n'y a plus personne. Donc ça, le sommeil, je pense que c'est une vraie clé qui est importante. Si tu n'as pas un bon sommeil efficace, comment tu veux avoir de l'énergie le lendemain et avoir une motivation ? Tu vois, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Donc forcément, on a envie de manger... tu vois, je trouve que les gens, ils répondent à l'envie de manger. Tu vois, genre, j'ai envie de manger quoi aujourd'hui ? Non, en fait, moi, je pense d'abord aux besoins. J'ai besoin de quoi ? Mon corps, il a besoin de quoi pour bien fonctionner ? Il a besoin de protéines, il a besoin de légumes, etc., de carbohydrates aussi, tu vois, donc des céréales. Et il a besoin de bons gras aussi quand même. Donc il y a ça et l'hydratation. Ça, c'est la dernière chose. Tu bois beaucoup d'eau ? Ouais, je bois beaucoup d'eau. Combien par jour ? Entre 2 et 3 litres, suivant l'entraînement, tu vois, que je vais avoir, suivant la séance, suivant si je fais un sauna ou non, etc. Et souvent, dans l'eau, pendant mes entraînements, j'inclus des électrolytes. Donc, c'est tout ce qui est vitamines et sels minéraux qu'on va perdre dans la transpiration. Donc, tu vois, avec ces 3 clés qui sont très simples, tu vois, je n'ai même pas dit de manger des graines ou quoi encore, mais de manger, même dans l'alimentation, de manger varié, je trouve que c'est très important. Et tu manges matin, midi et soir ? Ouais. Ça dépend. Des fois, le matin, je mange pas. Des fois, ça me... En fait, je trouve aussi qu'il y a une chose, c'est que, tu vois, là, je vais te donner des conseils, mais il y a des gens, ils vont me dire, je dors 5 heures par nuit, je suis une machine. Très bien, en fait. Tu vois, on est tous différents. Exactement. On est tous différents, donc ça, c'est aussi important. Et la dernière chose, c'est si vous faites pas de sport, on parle même pas de sport et de performance, mais de bouger. Rien que de se mettre en mouvement 10, 20, 30 minutes par jour, d'aller marcher, en fait. Tu vois, moi, même quand je travaille sur mon ordi, au bout de 1h30, 2 heures, je fais une pause, je vais marcher une demi-heure, je reviens, et là, je suis encore plus efficace. Tu vois ? Où tu parlais de yoga, rien que de faire des mouvements qui ressemblent à du yoga, sans se mettre la tête à l'envers, machin et tout, tu vois. Mais juste de bouger, d'avoir une bonne mobilité et une bonne liberté de mouvement dans son corps. Qu'est-ce que ça me rend fou quand je vois les gens, tu vois, ils sont pas capables de monter des escaliers. Je m'en rigolais tout à l'heure, mais même 3 étages, t'es essoufflé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, faut se remettre en question. Et de bouger, je trouve que c'est important. Tu peux pas avoir une motivation et te lancer dans un gros projet, quel qu'il soit, si t'as pas un minimum d'énergie. Pas d'alcool, pas de cigarette. Cigarette, non. L'alcool, allez, une fois de temps en temps, tu vois. Non, mais après, je trouve que... Avec modération. Tu vois, je respecte cette règle un peu de 80-20, tu vois. Ouais. 80% du temps, tu fais très attention. 20%, tu te lâches, tu te fais plaisir, tu vois. Merci pour ces tips précieux qui t'ont valu la place de chroniqueuse sur Europe 1. Donc, tu es devenue chroniqueuse grâce aux astuces. Comment ça s'est fait pour, encore une fois, tous ces gens ? Parce que quand on écoute ton parcours, on se dit, mais waouh, c'est une touche à tout. Alors, comment es-tu devenue chroniqueuse ? Est-ce qu'on est venu te chercher ? Tu as passé un casting ? Non, en fait, j'étais accompagnée d'une attachée de presse pendant un moment.
Et je faisais justement, je donnais des conseils, tu vois, avant l'hiver ou des choses comme ça. Donc, je sais plus quel. Sur les réseaux ? Non, tu vois, on avait fait un communiqué de presse, tout ça. Et puis, en fait, ils m'ont invité dans leur émission qui s'appelait... Attends, je me souviens même plus. En tout cas, une chronique sur Europe 1. Voilà, dans une émission sur Europe 1. Et puis, en fait, ils m'ont invité vraiment comme invité. Pour donner des astuces, motivation, malgré l'hiver, etc. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont dit, mais attends, on aimerait bien que tu sois chroniqueuse, en fait. Est-ce que ça te dirait ? Et je fais, ouais, carrément, et tout ça. Et après, j'ai montré que j'étais très motivée. Tu vois, j'ai envoyé plein de thèmes pour dire, voilà, moi, je suis chaud patate, c'est quand vous voulez. J'ai envoyé une liste avec tous les thèmes que je pouvais faire. Et j'ai été 2-3 mois après appelée pour faire un essai en direct dans l'émission. Et ça s'est super bien passé, donc ils m'ont gardée. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi quand même. Sur Europe 1, ouais. Le coach fitness, ça. Ouais. Ça y est, je me souviens. C'était bien fait pour vous, l'émission. Voilà. J'étais là bien nette, je réfléchissais. Bien fait pour vous. Ouais. Et j'avais ma chronique sport santé où je donnais soit des conseils sport. Hein. Tu fais rêver toutes les femmes qui veulent et les hommes qui rêvent de devenir chroniqueurs. Ça tient à quoi, d'après toi ? Moi, je pense que déjà, il faut avoir quelque chose à dire, tu vois. Et il faut avoir des choses, il faut le dire de manière très simple. Parce que le sport, mine de rien, c'est très scientifique. Mais il faut le dire d'une manière la plus simple possible. Après, je pense que moi, je suis très naturelle. J'ai une personnalité qui fait que je vais raconter, je vais vanner. Tu vois, dans l'émission, je vais balancer des vannes toutes les 2 secondes. Et je pense que ça aussi, tu vois, ça compte. Le côté personnalité, le côté qu'est-ce que tu peux apporter de différent à cette émission. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu peux apporter de différent par rapport aux autres chroniqueurs qui sont en train de lire leur chronique, tu vois, tout le long. Moi, je lisais jamais, par exemple. Tout à l'heure, tu disais que sportive, en fait, c'est aussi artiste. Et là, tu es chroniqueuse. J'ai découvert aussi, en préparant ce podcast, que tu as participé à des émissions de télé. Oui. Tu as donc passé des castings d'émissions sportives. Alors, ouais, c'est vrai. Ninja Warrior, ouais, la course des champions sur France 2. Ouais. Ça s'est passé comment, ces castings ? T'as enquêté, on est venu te chercher, t'as trouvé l'annonce sur casting.fr. Non, je crois qu'on est venu me chercher sur les 2. Ouais. Après, sur Instagram, comment ? Je me souviens plus, je t'avoue. Je crois que c'est sur Facebook. Ouais, okay. En tout cas, sur un réseau. Ouais, sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, c'était sur les réseaux. La course des champions, ouais, c'était sur les réseaux. Et en fait, on prend les castings dans des émissions comme ça, c'est des tests sportifs. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de... Je me souviens plus d'avoir fait un truc face caméra, tu vois. C'était plus physique. Déjà, ils voulaient voir ce que ça donnait en physique. Et puis même, ils te regardaient un petit peu, voir ta façon de t'exprimer, voir comment ça se passait. Et si c'était OK, ils te prenaient ou pas, tu vois. Encore une fois, c'est grâce à ce que tu véhiculais. Ouais, ce que tu dégages, l'énergie que tu dégages, tu vois, je pense. Et comment tu communiques sur les réseaux sociaux, en fait. Ouais, aussi un peu, ouais. Donc, tu le travaillais, cette image ? C'est réfléchi ou c'est... Non, honnêtement, non. Freestyle. Ouais, c'était freestyle. C'était, tu vois, je fais de la course à obstacles. Donc, forcément, Ninja Warrior, ils sont beaucoup en recherche de femmes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, tu vois, à chaque fois qui participent. Là, ils voient ça, course à obstacles, ça ressemble à Ninja Warrior, donc voilà. Et puis, la course des champions, c'était une course à obstacles. Donc, forcément, ils ont déjà contacté les coureurs d'obstacles qui avaient le plus gros palmarès, entre guillemets, tu vois. J'ai lu que tu avais adoré ce tournage sur France 2. Ouais. Et que tu avais même renoncé au premier championnat de France de course à obstacles pour participer. Ouais. Ouais, des fois, il faut faire des choix. Il y a des dates qui tombent en même temps. Et en fait, il y a un moment, tu te dis, attends, il y a l'émission là, je vais pas ne pas faire l'émission ou en tout cas me mettre un petit peu en porte-à-faux juste pour faire un championnat de France. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté justement de participer à une émission de télé et en tant que sportive ? Est-ce qu'il y a eu des retombées ? Est-ce que ça t'a servi ? Il y a eu quelques retombées. Après, l'émission, elle n'a pas eu les audiences attendues. Mais moi, j'ai adoré l'expérience que tu vis. Je pense que ça vaut tout, en fait. L'expérience, les rencontres que tu vas faire sur le plateau, voir comment... Parce que c'était quand même un gros tournage au Stade de France pendant 7 jours, de nuit. Donc, tu vois aussi comment ton corps, il s'adapte de nuit sur un parcours. Parce que là, tu dois tout donner à 2h du matin, tu vois. Donc, c'était aussi intéressant de voir ça, de voir comment j'adapte mon corps à l'émission, comment je suis capable d'envoyer malgré le fait que j'ai envie d'aller dormir, tu vois. Mais t'es très curieuse parce que c'est pas tous les sportifs qui vont à la télé, à la radio. C'est quoi tu crois que c'est ce truc de l'enfance là où t'avais envie d'être comédienne, t'avais envie d'être dans l'image, ouais, je pense aussi. Il y a ce truc-là. D'être vue. Ouais, peut-être, ouais. Il y a ce truc-là, il y a ce truc, tu vois, la gym, c'est ça, tu vois, tu fais un show en fait. Tu vois, t'es sur ta compète de gym, tu fais un show. Et ce côté show, j'ai toujours adoré ça. Donc,
l'émission, finalement, c'est une forme de show et en plus, on était un peu dans notre personnage, tu vois. Nous, on était les champions, on défendait le jeu, quoi. Donc, on devait être vraiment dans notre truc, un peu en mode méchant et tout. Moi, j'ai adoré, en fait. Tu es une femme multipotentielle, on l'a compris. Une femme aux multi-casquettes, coach, manager, formatrice, mouvement, santé. Parle-moi de tes fondamentaux. Tu viens de nous partager des astuces santé. On parle de tes conférences, on dit que c'est des conférences ultra inspirantes. Tu oses parler d'excellence. Ouais. Tu donnes des tips aux managers. Le milieu de l'entreprise, c'était familier pour toi ? Pas du tout. C'est dingue. Mais c'est pas du ça tout. Qui est fou. En fait, il y a un truc, tu vois, je me suis dit, quand j'étais coach, dans les salles, on dit aux gens, tu vois, leur programme de sport, on leur donne leur programme nutrition, et on voit qu'ils n'arrivent quand même pas à leurs objectifs. Je me suis dit, il leur manque quoi, en fait, tu vois ? Et là, j'ai commencé à travailler moi-même sur mon mindset, à partir du moment où j'ai voulu gagner des compètes. Et c'était vers 2015, tu vois, je t'ai dit première Spartan. Et là, j'ai compris que ça allait faire la diff, en fait, le mental. Dans le sport, dans la perf et tout ça. Et quand j'ai compris, moi, que j'ai commencé à travailler là-dessus et que j'ai vu ce que ça changeait dans mes performances, dans ma vie, de manière générale, je me suis dit, je veux le partager avec mes adhérents. À la base, c'était avec mes adhérents, tu vois. Mais je veux le partager. Et donc, j'avais fait une première conférence juste au sein de mon club avec mes adhérents que je connaissais. Et j'ai vu, tu vois, dans le regard, tu vois, ces petites étoiles que tu mets dans les gens, en fait, tu vois. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Et j'ai fait le truc de Tony Robbins, je pense que tu connais. J'ai fait Unleash the Power à Londres. Et là, en fait, j'ai eu... tu vois le truc. Parle-nous, raconte ce que c'est. C'est 4 jours avec Tony Robbins, donc je vous conseille d'aller regarder ce qu'il fait. Alors, on aime, on n'aime pas, on apprécie le personnage, certains n'aiment pas. Moi, j'aime bien ce côté à l'américaine et ce côté j'en fais des caisses, mais en même temps, je trouve qu'il a une espèce de sensibilité et quand même... J'ai apprécié, en fait. Il y a un truc qui m'a touchée. Il lève des foules. Ouais, et showman complètement. Et je suis allée à cet événement où tu es 10 000 dans le truc. Et en fait, c'est un changement. Il y a vraiment des choses qui changent en toi, en fait. Et ça te booste, mais comme jamais. Et ça te fait aussi, je crois, la confiance, tu vois. Ça booste ta confiance en toi. Si tu n'oses pas trop te lancer dans un projet, il y a un moment, tu te prends un petit coup de pied au cul, tu vois. Et alors, ça m'a aidé. Ça repose sur quoi ? Sur quels fondamentaux ? C'est quoi les étapes ? Qu'est-ce que tu as appris ? Parce que finalement, tu t'es formé avec Tony Robbins. Ouais, un petit peu, quelques lectures Exactement. dont tu vas nous parler. Mais ça repose... Donne-nous pour les gens qui vont pas bien, qui osent pas, qui veulent passer des castings mais qui n'osent pas, qui sont déjà dans l'échec. Comment on se programme mentalement ? Tu vois, il y a plusieurs choses. La première chose pour moi, c'est se poser un objectif qui soit précis, tu vois. Déjà, juste un objectif. Si t'as pas d'objectif, tu sais pas où tu vas, tu sais pas si t'avances, tu sais pas si tu progresses. Voilà, il te faut un objectif avec à peu près une notion de temps. Quand est-ce que tu veux réaliser cet objectif-là ? Et moi, je trouve qu'il faut être ambitieux. Si tu te poses un objectif, comme on dit, réalisable, c'est minus, tu vois. Tu vas arriver c'est pas possible, en fait. Il faut voir grand. Même si c'est à plus long terme. Et après, il faut des objectifs intermédiaires, ce qui fait que tu vas voir où tu en es. Nous, c'est un peu comme ça dans le sport, finalement. Tu veux gagner ton championnat du monde, c'est tous les ans, ok. Tu vas avoir des courses intermédiaires qui vont te permettre de progresser, de voir où tu en es. Tu as des entraînements tous les jours et c'est comme ça que tu avances. Donc ça, je pense que c'est la base. Ensuite, moi, je trouve que ce qui m'a aidé aussi dans Tony Robbins, c'est enlever tes croyances limitantes. Il y a plein de choses qui nous limitent toute la journée. On a des idées reçues sur tout, n'importe quoi. On a décidé que tout était comme ça. Ce qu'on a entendu, on l'a pris pour une vérité. Parfois, c'est quelqu'un qui nous l'a dit, mais qui n'a aucune légitimité, finalement. Et du coup, on se bloque sur beaucoup de choses. Ces fameux obstacles dont tu parles. Ouais, je parle d'obstacles un peu psychologiques, tu vois, dans mes conférences. Ce côté des excuses, des peurs aussi. On a peur d'échouer, on a peur de ne pas y arriver, on a peur d'être jugé par les autres. Donc, toutes ces choses-là, je pense que ça, c'est un gros travail à faire sur soi. Ensuite, moi, il y a la discipline. Je te parlais de la gym. Passer à l'action, si tu fais rien, ça ne va pas te tomber dessus. Donc, de passer à l'action et de s'imposer des choses au quotidien. Les sportifs de haut niveau, on est un peu connus pour ça, entre guillemets, parce que c'est inconfortable ce qu'on fait tous les jours. Mais ça, il faut être capable de s'imposer des choses. Inconfortable ? Dans le sport, ouais. C'est, tu vois, quand t'es en mode, t'as envie de mourir, tu vois, t'es tellement essoufflé que t'as envie de mourir, c'est très inconfortable. Et ça peut être d'un inconfort... moi, tu vois, il y a des choses qui sont inconfortables qui, pour des gens, c'est rien, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais du CrossFit pour l'avoir testé.
inconfortable à avoir envie de vomir. Exactement. Et de sentir comme un malaise. Et c'est pas tout le monde qui peut dépasser ça. C'est ça. Et après, tu vois, tu vas avoir chacun à son niveau va avoir sa zone de confort. Il faut juste être capable de sortir un peu de cette zone de confort. Et je trouve que ça va être dans plein de domaines différents. Tu vois, il y a quelques temps, on parlait beaucoup de sortir de sa zone de confort. Ouais. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit la santé mentale qui soit réellement en péril. Ton discours, là, il est en France relativement nouveau. Une femme qui ose parler d'ambition, d'envie, d'excellence, d'opportunisme, dans un contexte où la santé mentale est vraiment en péril, c'est nouveau. Tu as conscience de ça ? Non, pas du tout. Pour moi, c'est normal, en fait, tu vois. C'est que si tu restes dans ta zone, bah, tu vas pas créer des vrais changements. Tu vas pas créer des changements sur le long terme. Et tu vois, c'est pas, pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est pas faire ce que je fais ou des trucs de fou en termes de performance. Chacun a sa propre zone, tu vois. Certaines personnes, rien que du yoga, c'est sortir de sa zone de confort. Rien qu'aller marcher 30 minutes, c'est sortir de sa zone de confort. C'est créer un mouvement. C'est juste créer quelque chose. Et tu vois, il y a une question que j'aime bien poser, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Tu vois ? C'est quoi que tu as essayé il n'y a pas longtemps ? Tu vois, moi, je me suis mis au golf il n'y a pas longtemps. Tu découvres un milieu, tu vois, tu es dans un certain inconfort, dans un inconnu. C'est ça, en fait. Et il faut se mettre des petits défis à son niveau, mais qui soient réguliers, parce que c'est aussi ce qui te donne confiance en toi. On va parler d'un autre aspect. La confiance, c'est une base. Si tu ne crois pas en toi, qui va le faire pour toi ? En fait, il faut que tu te vendes, tu vois. Il faut que les gens croient en toi. Mais toi, tu dois montrer que tu n'as aucun doute sur ce que tu vas faire, tu vois. Et ça, justement, sortir de sa zone de confort, ça gonfle ta confiance en toi. Tu te dis, je suis capable de faire ça. Donc, je peux tout faire, tu vois. Et en fait, tu la grossis. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu vas loin. Moi, tu vois, la Tour Eiffel, je fais quoi maintenant ? Tu vois, bon, ok, moi, on va aller plus haut, c'est pas grave. Mais tu vois ce que je veux dire. Et cette confiance, elle est importante. Donc, faut la construire. Et pour préserver cette santé mentale, tu as créé des ateliers qui s'appellent Mouvement et Santé. Ouais. On peut parler de santé globale. Tu es très inspirée par des lectures. Oui. On parlait tout à l'heure du secret. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement et santé corps, âme et esprit, c'est ça ? Ouais, je trouve que les deux sont liés. Tu vois, on le dit souvent, le corps et l'esprit sont liés. Et faut travailler les deux pour être bien, tout simplement, pour se sentir bien, pour se sentir accompli. Et moi, ce que j'aime apprendre, et je trouve que je lis tout le temps, en fait. Je lis beaucoup de livres. Je lis beaucoup en anglais, mine de rien. Je lis rarement les livres, tu sais, français, machin You et tout. speak Fluently English? Yes, I do. Ok, cette femme française est réellement singulière, parce que nous, les Français, on n'est pas très bons. Où est-ce que tu as appris l'anglais? En regardant des films. Okay. Je pense que j'ai une bonne oreille ou quelque chose. J'arrive bien à imiter des voix, des accents et tout ça. Et du coup, l'anglais, c'est venu assez naturellement pour moi. Après, quand j'étais ado, mon rêve était d'aller à Los Angeles. Et du coup, j'ai appris l'anglais en regardant vraiment les films. Je prenais les sous-titres. Je notais, tu vois, les mots que je connaissais pas, je les mettais en anglais, les sous-titres. Tu as toujours des envies, en fait. Ouais, mais quand tu es curieuse et avide d'apprentissage. Et c'est ça, et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie... Tu vois, j'aime bien quand je fais un truc, être dans les meilleurs, tu vois. Donc, je vais me pousser, je veux apprendre à parler anglais, mais ok, je veux parler anglais, tu vois. Puis à l'école, on n'apprenait pas bien, je trouvais. Le côté parler, on n'apprend pas, et aujourd'hui, tu lis donc des livres en anglais qui te permettent d'imaginer ces ateliers. C'est ça. Qui reposent sur quoi? En fait, je parle de mouvement. Tu vois, le corps humain, il est fait pour bouger, avec des amplitudes de mouvement, avec un certain contrôle musculaire. Il faut des muscles qui soient capables de contrôler ton corps pour le protéger. Et le problème, c'est qu'avec beaucoup de sédentarité qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup trop de sédentarité, on perd tout ça. La mobilité se perd, donc les gens ne peuvent plus bouger dans les amplitudes complètes. Ils n'ont plus de muscles. Les muscles sont, enfin j'exagère, mais les muscles ne sont pas assez toniques, en tout cas pour tenir le squelette d'une manière protectrice. Et du coup, les gens, ils ont mal au dos, ils ont mal aux genoux, ils ont ci, ils ont ça. Et il y a beaucoup de problèmes de santé qui viennent du fait qu'on ne bouge pas. Et ça n'aère pas le cerveau. Ça n'aère pas du tout le cerveau, il n'y a aucune oxygénation. Et c'est de pire en pire. Après, tu es dans un cercle vicieux. Et donc, on parle beaucoup de burn-out. Si on arrêtait de regarder Instagram et tout ça, si on aérait justement en marchant. C'est ça. Rien que tu vas marcher, t'écoutes une musique ou un podcast. Non, mais c'est vrai, en fait. Tu vois, t'écoutes ton podcast, tu vas marcher. Et voilà. Mais voilà, je sais que les gens ont une vie aussi qui est très chargée. C'est-à-dire qu'ils ont
ils n'ont pas le temps. Alors, le temps, on le trouve, comme on dit, mais du coup, c'est de leur montrer des petites choses, des petites astuces qu'on peut mettre en place. Descendre à 2 stations avant la sienne. Exactement, de comment je peux marcher plus, comment je peux intégrer un peu plus de mouvement dans mon style de vie. Et j'essaie de leur faire comprendre l'importance de ce qu'on appelle la mobilité, donc l'amplitude de mouvement, etc., comment ça fonctionne, et après, comment ils peuvent l'intégrer facilement dans leur vie. Quand on parle de toi, on dit Anouk Garnier la guerrière. Ouais. Ça résonne en toi ? Ouais, carrément. Est-ce qu'on peut devenir une guerrière ? Ouais, moi je pense. Je pense que c'est pas genre un truc, t'es né avec, tu vois. T'es née guerrière, toi ? Je sais pas, peut-être. Je suis née un peu folle, un peu, tu vois, le côté gym, je pense, qui m'a rendue guerrière, mais je pense qu'on rend quelqu'un guerrier, tu vois. Folle. Ouais. On va parler de cet exploit, la Tour Eiffel. Ouais. À quel moment et comment une femme décide un jour de grimper à la corde la Tour Eiffel ? 110 mètres de corde en 18 minutes. Ouais. Tu as explosé le record. C'est le plus long grimpé de corde féminin et masculin. Et masculin, oui, messieurs. Ouais. Tu es devenue la première femme à avoir réalisé un exploit sportif de cette ampleur sur la Tour Eiffel ce mercredi 10 avril 2024 dernier. Ouais. Alors, dis-moi, à quel moment tu t'es dit « Ok, maintenant j'ai envie de grimper à la corde de la Tour Eiffel » ? C'est vrai que c'est bizarre, hein, comme ça, dit comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure, en 2022, je suis double championne du monde dans ma catégorie d'âge. Donc en course à obstacles, pour information, je parlais de Spartan Race tout à l'heure, on a une autre filiale qui s'appelle OCR, et qui est vraiment de la course à obstacles qui est plus technique. Dans les obstacles, ça ressemble parfois un peu à Ninja Warrior, tu vois. On est suspendu, voilà, il y a des obstacles, il faut clairement faire le singe. Et moi, je suis très douée quand il faut faire le singe, je suis douée. Okay. Et du coup, un de mes objectifs, tu vois, c'était d'être championne du monde un jour. Et je voulais être dans ma catégorie. Tu as 2 catégories, en fait. Soit tu es en pro, soit hors pro, tu es classé par groupe d'âge. Tu es un peu semi-pro, on va dire. Et moi, en fait, je voulais d'abord aller chercher un titre en semi-pro pour, après, trouver des sponsors et passer pro. Parce que les pros vivent de ça. Moi, je ne vis pas de mon sport encore, tu vois. Donc ça, bah ouais. Quand à tu l'époque vis pas, ou maintenant ? À l'époque et maintenant aussi, hein, je te le dis. Je ne vis pas à 100% de mon sport. Donc, si je ne peux pas m'entraîner 2 ou 3 fois par jour comme un professionnel, j'ai aucune chance face aux pros. Donc moi, ma stratégie a été de me dire, OK, d'abord, je vais chercher un titre. Et après, on verra si je trouve des sponsors, etc. Et je peux me classer en pro. Donc ça, c'était ma stratégie. Et je suis double championne du monde, tout ça, il ne se passe pas grand-chose, tu vois. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'étais tombée sur l'exploit de Ida Mathilde, qui est une athlète de course à obstacles aussi, qui a été championne du monde, elle, pro, et qui est athlète d'une grande marque de boissons énergisantes. Je ne vais pas les citer. Ah, il a calpé, d'accord. Et en fait, ils lui ont organisé un grimpé de corde sur les plongeoires, tu vois. Okay. Et c'était à côté de l'Opéra au Danemark. Bon, elle part dans l'eau, donc il faut quand même le préciser. Elle fait 26 mètres, mais elle part dans l'eau. Donc bon, c'est quand même assez solide. Mais je fais 26 mètres, c'est le plus long grimpé de corde féminin, c'est vraiment pas haut, quoi. Et comme elle a fait le long de l'Opéra au Danemark, je me dis, monument, qu'est-ce qu'il y a ? Opéra Garnier, je me suis dit, j'y ai pensé aussi, tu vois. Mais je fais, non, ça va pas le faire. Et je pense tout de suite à la Tour Eiffel. Et j'ai regardé même, je me souviens, la hauteur du premier étage. Je me dis, c'est 57 mètres. Ah ouais, tiens, premier étage, c'est bon. Et je pense, tu vois, je garde cette idée. Et du coup, quand je suis championne du monde, genre 1 mois ou 2 mois après, je me dis, putain, elle est folle cette idée, ça serait énorme. Et là, je me dis, mais tout le monde me dit que c'est impossible. Tu sais, dans ma tête, je me dis, c'est impossible. J'ai cette croyance limitante de me dire, jamais on t'autorise à faire un truc pareil. Même physiquement, c'est pas possible, tu vois. Et là, je me dis, attends, on va quand même voir s'il n'y a pas une possibilité, tu vois. Et en fait, dans mon réseau, je sais qu'il y a des gars de la brigade d'intervention de la police qui s'entraînent sur la Tour Eiffel en cas de problème, tu vois. Donc là, je l'appelle, je lui dis, est-ce que, tu vois, qu'est-ce que t'en penses ? Il me dit, nous, on peut t'assurer, tu sais, dans la sécurité. Et techniquement, voilà, faut faire attention à ça. Enfin, tu vois, c'est faisable, en fait. Je me dis, ah. Et en fait, de fil en aiguille, je me retrouve à faire un rendez-vous au premier étage de la Tour Eiffel avec le directeur technique et événementiel. Et lui me dit, non, il faut que tu ailles au 2e étage. Il dit, au 2e, on peut le faire, ouais. Donc, c'est toi qui as créé les rencontres, t'as enquêté, t'as recherché, t'as cherché qui était le bon contact. Ouais, en fait, c'est surtout que dans mon réseau, je me souvenais que j'avais un mec qui avait voulu organiser un truc sur la Tour Eiffel. Donc, tu vois, je passe par ça. Après, je demande à rencontrer la personne. Et après, je parle du projet et de l'idée. Mais t'arrives, t'es personne. Le mec, il dit, attends, toi, tu vois. Et en fait, tellement j'étais à fond,
Après, on a monté un projet, tu vois. J'ai vraiment monté un projet pour les convaincre. J'ai été chercher la mairie de Paris. J'ai été chercher un producteur, tu vois, pour qu'il y ait quelque chose de visuel. Aller chercher, pourquoi pas, un direct sur une chaîne de télé, un documentaire, tu vois. Et j'ai commencé à imaginer, en fait, tout ce truc-là et à créer mon équipe, finalement. Toute seule. Autour de moi. Ouais, j'ai La vraiment... guerrière. Voilà. Et là, tu te dis, j'y vais toute seule. Mais après, j'avais une équipe, entre guillemets, autour de moi et j'avais un chef d'équipe sur chaque partie. Et en fait, voilà, j'ai monté ce projet comme ça. Et ça m'a pris 1 an et demi quand même. Ça a été, à m'entraîner et puis même à faire le projet, tu vois. Le temps de tout réaliser, d'aller chercher des financements, il faut aller chercher des financements, d'avoir l'autorisation de la Tour Eiffel, de définir une date qui a été repoussée plusieurs fois. Voilà, tout ça. Parce donc, la Tour Eiffel a été fermée du coup. Ouais. On l'a fermée pour toi ? Non, on l'a fait juste avant l'ouverture de la Tour Eiffel. Okay. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Enfin, tu vois, quand on monte un projet, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Des obstacles. C'est que ça. Des voilà. Des up and down. Des fois, tu es au fond du gouffre, tu te dis on va jamais y arriver. Des fois, tu remontes. Enfin, c'est vraiment, ça a été dur. Et toi, je crois que tu t'entraînes physiquement, mais mentalement. Et tu me glissais en coulisses tout à l'heure, oui, parce que nous avons des coulisses, que tu aimes le livre Le Secret et que tu travailles beaucoup sur la visualisation. Raconte. Exactement. En fait, tu vois, c'était fort. Les visualisations que j'ai fait, j'avais commencé à en faire beaucoup pour mes championnats, pour mes courses à obstacles, tu vois, à me visualiser gagner la course. Me visualiser, je l'avais commencé en 2018, je me souviens. Et j'avais visualisé tellement la course que quand j'ai passé la ligne d'arrivée en gagnant, c'était la première Spartan au Stade de France, j'étais paumée. Je me disais, mais je l'ai déjà fait. Tu sais, c'était très bizarre. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu ce truc. C'est ce que me racontait Nelly Bloch, mais c'est incroyable. Qui est une championne de boxe thaï à l'international, qui m'a raconté que lorsqu'elle gagne, elle ne sait pas si ça s'est passé ou pas, mais que quand elle monte sur le ring, elle sait qu'elle a gagné. C'est ça. C'est troublant. Exactement. C'est extrêmement troublant. Attention à vos pensées parce qu'elles finissent par se réaliser. Oui, c'est ça. Et ça, tu vois, la Tour Eiffel, j'y allais toutes les semaines minimum. Je me mettais devant la Tour Eiffel. Je mettais une musique. Pour ceux qui veulent, c'était Time de Hans Zimmer. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que la Tour Eiffel chantait. C'était la musique, c'était comme le chant de la Tour Eiffel pour moi, cette musique. Et en fait, je me voyais grimper cette corde. Je me voyais toucher le haut de la Tour Eiffel. Je me voyais en bas, dans les bras de ma famille. Ou t'as des gants ? Non, j'aime pas les gants. Je fais à main nue. Par contre, j'ai les pieds qui sacent. Tu vois, je pense que t'as vu les vidéos. Il y a les pieds qui se verrouillent à chaque fois, mais ouais, c'est main nue. Et je me voyais, tu vois, tout. Je me voyais comment ça allait se passer. Je voyais et surtout, et si je peux vous rajouter quelque chose aux visualisations, ressentez en fait. C'est important de rajouter ce côté émotionnel à la visualisation. C'est comment on se sent quand on réussit ce truc-là, tu vois. Et moi, à chaque fois, je me visualisais toucher le haut, chialer, et j'avais des larmes. À chaque visualisation, j'avais les larmes. C'était intense, en fait. Et tu vois, quand ça s'est passé, comme elle a dit, le lendemain, j'étais paumée. Je ne savais pas. J'étais là, mais 1 an et demi à visualiser, à penser qu'à ça, à être obsédée par la Tour Eiffel. J'avais des images partout chez moi de la Tour Eiffel. Chaque fois que je passais devant, je me visualisais entre les 2 étages. Tout. Et en fait, le lendemain, tu te dis, mais attends, c'était vrai ? Et en fait, il me fallait les photos, les vidéos. Et encore aujourd'hui, quand je te dis ça, je dis, attends, mais je l'ai vraiment fait, ce truc. C'est incroyable, quoi. Donc, tu vois, ouais, la visualisation, c'est très puissant. Tu parlais de loi d'attraction, tout ça, c'est puissant. Et on peut l'appliquer dans son quotidien, dans son travail. Ça peut être une visualisation pour ne plus s'énerver sur ses enfants. Ça peut être une visualisation pour réussir un casting. Ça peut être une visualisation pour trouver un travail. Ça peut être une visualisation pour tant de choses. Cette pensée positive. Exactement. Que vous incarnez souvent les sportifs. Comment tu l'expliques ? Ah, ça, c'est une bonne question. Tu vois, je pense que, tu vois, dans le côté visualisation, t'as aussi, ça te donne confiance. Tu vois, je sais pas si les gens savent, mais tu as ce côté subconscient. Quand tu visualises, il ne sait pas si tu l'as fait ou pas. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on est perturbé. Quand on a beaucoup visualisé ça et que ça s'est fait, on ne sait plus si c'est vrai ou faux parce que, voilà. Et tu as ce subconscient, mais en même temps, ça te donne confiance parce que tu as l'impression de l'avoir déjà fait. Donc, pour toi, c'est OK. Donc, tu vois, cette confiance, je pense qu'elle est importante parce que tu arrives à faire quelque chose et chez un sportif, tu arrives à gagner une course, tu arrives à gagner ton combat. Même, je pense que chez quelqu'un qui fait, je parle juste de sport aussi normal, tu arrives à juste finir ton 10 km, tu arrives à juste ton objectif de yoga, tu as réussi ton handstand, en yoga, c'est pas facile. Tu vois, des petites choses comme ça, tu arrives à ton objectif tout simplement, et en fait, ça te donne une confiance. Et du coup,
T'es plus positif, tu crois plus en toi, tu vois plus le côté ah ouais mais c'est réalisable, on peut faire des choses. Et du coup après c'est un cercle positif qui se crée en fait. Je trouve que c'est ça moi. Je pense que c'est ça chez le sportif. On va parler argent. Ouais. On va parler argent. Est-ce qu'on vit du sport ? Tu disais que non. Non, c'est très difficile en France et je vais le révéler ici. J'ai eu beaucoup de mal à avoir des sponsors pour la Tour Eiffel. C'est ça. J'ai pas eu le budget total que je voulais. Du sport grâce aux sponsors. Et ces sponsors, est-ce qu'il faut avoir un agent ? C'est toi ? Comment ça se passe l'acquisition de sponsors ? C'est un peu comme tu peux, on va dire. Si tu trouves un agent qui peut t'accompagner, je pense que c'est mieux parce que le plus difficile, je trouve, à aller chercher, c'est les contacts. Tu vois, parce que dans les marques ou dans des sociétés, des fois, c'est le directeur marketing, des fois, tu as un mec qui gère les événements, des fois, tu vois. Donc déjà, si tu as le bon contact dans l'entreprise qui prend la décision, ça aide beaucoup. Donc si les agents, souvent, ont ces contacts-là. Donc je pense qu'un agent, ça peut être un vrai plus. Après, c'est un agent, des fois, il vend pas très bien ton projet. Personne ne vend aussi bien ton projet que toi-même. Moi, quand j'allais faire les rendez-vous, en fait, j'étais tellement convaincue de mon projet et que j'allais réussir, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, sportif. Est-ce que tu vas le réussir à grimper ? Tellement j'étais sûre de moi, à la fin des rendez-vous, tu sais, on avait limite signé, les gens me disaient, mais en fait, tu vas y arriver ou pas ? Tu vois ? Tellement j'étais en mode, là, je vais grimper, là, il va se passer ça, tac, tac. Les gens disaient, mais attends, ok, bon, on y va, d'accord, on adore. Et après, mais est-ce que tu vas vraiment y arriver physiquement ? Mais ce côté convaincre, tu vois, je pense que convaincre un sponsor, et après, faut trouver les aspects, comment ils vont mettre ça en avant, comment ils vont, eux, y gagner quelque chose. Pourquoi moi ? Pourquoi mon projet ? Pourquoi tout ça ? Et je pense que ça peut aider d'ailleurs pour les castings. Qu'est-ce que tu vas apporter en fait à un film ou à quelque chose plutôt qu'une autre personne en fait ? Apporter, proposer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je te vois bien cascadeuse là. Grave. Tu grimpes, tu aimerais les cascades ? J'aimerais trop faire ça. Allez. Ouais. Moi, tu sais quoi ? J'aimerais faire un film, tu sais, un peu à la Lara Croft. Okay. Mais en mode française, tu vois. J'aimerais bien faire ça. Tu vois, un film, moi j'ai fait des sports de combat aussi, donc tu vois un film, il y a des combats, bam bam, il y a des cascades de ouf, tu sais, je sais faire des saltos, je sais faire des trucs, je me suis dit, waouh. Et t'imagines dans Mission Impossible, je grimpe la Tour Eiffel, tu vois. Attends, Tom Cruise, qu'est-ce que tu fous ? Le directeur de casting, là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Allez, il est où Tom Cruise ? Il est où ? Attends, on grimpe la Tour Eiffel ou quoi ? Anouk, la guerrière. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Anouk, avec une maman un peu sévère, mais qui l'a laissée grimper partout ? Je lui dirais, continue. Continue à croire en tes rêves. Ouais, parce que tu vois, souvent, la vie, elle te bloque un peu dans plein de choses. On veut te conditionner, on veut te cadrer. Et je dis, en fait, oubliez ce cadre, croyez en vos rêves, croyez en vous, travaillez sur vous, parce qu'il y a du travail. Il faut s'engager, il faut faire des actions, mais posez-vous des objectifs de malade et croyez-y parce que ça marche, en fait. Parce que ça marche. Ouais. Anouk Garnier, merci pour ce délicieux moment. Je suis boostée à bloc. Ah, j'espère. À bientôt. À bientôt.